Salut à tous, ici Damien et bienvenue dans le podcast NFL de The Free Agent. Aujourd'hui pour un numéro très spécial, j'ai vraiment le grand plaisir d'accueillir plusieurs intervenants. Tout d'abord, je souhaite présenter Diego, a Swiss Charger, le titulaire du compte fan des Chargers en Suisse. Salut Diego. Bonjour à tous, bonjour à tous. Merci de l'invitation. Pierre de Bills France. Salut Pierre. Salut tout le monde, merci beaucoup pour l'accueil. Et Julien, un amoureux, un spécialiste, un grand fan des Chicago Bears. Salut Julien. Oui, bonjour à vous, merci à tous. Merci à tous d'avoir répondu à cette invitation. Je le redis encore une fois, je suis très heureux et très excité à l'idée de faire ce podcast avec vous. On va commencer par peut-être ce qu'on pourrait qualifier comme les grands vainqueurs de ce week-end. Et on va se diriger vers Pierre, puisque je pense que tu as été très heureux ce week-end avec la victoire sans appel des Bills contre les Chiefs sur le score de 38-20. Je te laisse dire ton ressenti sur ce match qui, je pense, est vraiment un match charnière, un match pivot dans cette saison pour les Bills. Oui, un vrai plaisir ce week-end, malgré une interruption due à la météo, avec un arrêt pendant plus d'une heure du match, une mi-temps de plus d'une heure, ce qui a été assez dur pour suivre le match, on va pas se mentir. Mais oui, un statement game un petit peu au niveau de l'attaque et de la défense des Bills qui ont été on point vraiment des deux côtés du terrain. Ça fait plaisir. On avait vu comment la défense revenir à son niveau de 2019, là où on était parmi les toutes meilleures défenses de la ligue, avec déjà en ce début de saison 2 matchs où on a autorisé seulement 0 point tout court en fait, contre des QB qu'on peut considérer backup, mais qui ont réussi à quand même à mettre des points sur d'autres matchs. Donc on nous a dit de relativiser ces résultats, mais on voit que tout le monde n'est pas capable de stopper à 0 point ces QB, ces jeunes QB que sont David Mills et Tyler Heinicke. Mais à côté de ça, oui, comment l'attaque a eu du mal à reprendre cette saison et là on voit un retour en grande forme de Josh Allen. On revoit le Josh Allen de 2020 qui nous fait bien plaisir. Bon, après, il faut dire que la secondary des Chiefs ce week-end, c'était compliqué. Ouais, c'est un petit peu une implosion pour les Chiefs. Je suis très impressionné, j'en profite de t'avoir par rapport à la défense des Bills. Je trouve qu'il y a eu vraiment une grosse montée en puissance cette saison. Et en particulier le rookie Grégory Rousseau, vraiment, je trouve qu'il fait des performances incroyables. Et c'était un rookie pour lequel on pouvait avoir pas mal de questions. Il était un petit peu descendu, même très descendu dans la draft, parce que justement, il y avait toutes ces questions autour de lui, savoir s'il allait pouvoir avoir cet impact. Clairement, il l'a. Voilà, je sais pas ce que tu penses de cette défense des Bills qui semble vraiment porter l'équipe. Oui, au niveau de la secondary, ça a toujours été un point vraiment très fort. On est entre le duo de safety Micah Hyde et Jordan Poyer, ainsi que le cornerback Tredavious White. C'était toujours des joueurs très très bons, très bien notés, très reconnus au niveau de la ligue. On a eu de grandes questions au poste de cornerback numéro 2 et Levi Wallace fait le travail, un joueur qu'on a récupéré en tant que UDFA. Donc ça reste une montée en puissance aussi. Mais oui, la grande surprise de l'année, c'est le retour de notre D-line. Quelqu'un qu'on n'attendait pas, qu'on n'attendait plus ou qu'on n'avait pas anticipé que son absence l'année dernière aurait été aussi impactante, c'est Star Lotulelei, notre defensive tackle, donc un 7e année qui est arrivé il y a bientôt 3 ans depuis les Panthers, qui nous a permis de récupérer aussi un centre de la D-line vraiment, vraiment sérieux et qui permet de revoir Ed Oliver là où on l'attendait. C'est encore, on en attend encore plus de notre ancien first round pick, mais ça nous permet de retrouver une D-line impressionnante. Et oui, comme tu parlais, Grégory Rousseau ainsi que tous nos defensive ends, on tourne à 9 cette semaine, on a tourné à 9 defensive ends et le dernier, c'est notre second round pick, Boogie Basham Jr., qui a eu quand même 20 snaps, donc c'est non négligeable. Tous les defensive ends ont été là, ont été présents. Et oui, quand tu parles de Grégory Rousseau, on parle de quelqu'un qui, avant l'année 2020 et son opt-out, était attendu dans le top 5 de la draft, après une saison à 15 sacs et demi avec l'université de Miami. Mais son opt-out ainsi qu'un Pro Day assez décevant, on va se le reconnaître, on fait peur à beaucoup de monde, il est descendu jusque nous.
je ne savais pas quoi en penser honnêtement lors de la draft, mais toujours une énorme confiance dans notre front office qui, depuis qu'il est arrivé, Brandon Beane a fait un travail exceptionnel. Il y a presque pas eu de loupé à la draft ou sur les recrutements de free agents. C'est un excellent travail et oui, Grégory Rousseau promet de très belles années à Buffalo en tant que D-end. Ouais, c'est presque trop qu'un joueur aussi excellent se retrouve à Buffalo parce que voilà, mais ça confirme le très bon projet, comme tu disais, de cette équipe qui s'est mis en place vraiment patiemment, mais très sûrement. Voilà, C'est ça, j'ai vu passer ce tweet-là récemment, mais comment l'année, du coup, la draft 2018, il me semble, on récupère donc Josh Allen, Tremaine Edmunds, ainsi que d'autres personnes encore plus tard. J'ai pas sous mes yeux, j'ai juste regardé en même temps la draft de Buffalo de 2018, et on a re-signé tout le monde en fait pour te dire. C'est ça qui est impressionnant. Voilà. Donc c'est la draft entre la draft 2017 et la draft 2018, on a recruté donc Josh Allen, notre starter QB et qui est notre franchise QB, Tremaine Edmunds qui aujourd'hui n'a que 23 ans et c'est déjà sa 4e saison en tant que middle linebacker. Taron Johnson, notre slot corner qu'on vient de re-signer juste avant le match ce dimanche pour un contrat assez honnête de 24 millions sur 3 ans avec seulement 14 de garantie. Siran Neal aussi, un go-go gadget player un peu couteau suisse entre les special teams et la défense, qui a fait un gros travail avec un match-up sur Kelsey ce week-end. On l'a vu se faire siffler plusieurs holdings, mais bon, qui n'a pas de mal à défendre Travis Kelsey, hein, on se le dit. Mais c'est ça, une draft 2018 très très sérieuse et qui depuis continue ainsi. ouais, c'est vraiment quelque chose qu'on peut apprécier et qui est en train de payer à juste titre pour les Bills. Euh, je vais rester sur les individualités encore un petit peu, puis après j'aurai une question plus générale à te poser. J'apprécie beaucoup l'apport d'Emmanuel Sanders cette année chez les Bills. Il a marqué 2 touchdowns contre les Chiefs. C'est vraiment, je pense, un joueur d'expérience qu'il fallait à cette équipe de Buffalo. Peut-être le type de joueur qui va leur permettre de passer le cap, le cap dont vous rêvez, c'est-à-dire de devenir les rois de l'AFC. Ah, c'est sûr que l'année dernière, on tombe en AFC Championship. Cette année, l'objectif, c'est de faire mieux, hein, d'aller au Super Bowl et pourquoi pas le remporter. On l'espère très fort. Oui, Sanders, de par son expérience, c'était quelqu'un que le front office visait depuis plusieurs années. Ils ont essayé de le récupérer à de maintes reprises sans jamais réussir à pouvoir. Et là, avec son arrivée en tant que free agent, c'est une agréable surprise. On savait qu'il serait bon, on n'avait pas de doute là-dessus. Mais à ce point, on est vraiment surpris tout de même, hein. Aujourd'hui, il a une réussite qui est, enfin une réussite, des matchs très très sérieux. Au fil des matchs, sa connexion avec Josh Allen grandit. Ça fait déjà 2 matchs à 2 TD. Il est toujours trouvé très facilement, que ce soit contre Miami, que ce soit aujourd'hui contre les Chiefs. Il a été trouvé à chaque fois bien en rythme avec Josh. Et son expérience ainsi que ses capacités ont cuté un peu dans les reps comme en d'autres joueurs qui étaient importants l'année dernière, comme Cole Beasley, qui n'a joué que 12 snaps hier, ce qui est très peu et qui est en perte de vitesse. Il empêche aussi, ça c'est le petit côté un peu embêtant, l'émergence de Gabriel Davis, notre rookie de l'année dernière, qui avait fait une très bonne saison avec plus de 700 yards et 6 TD, je crois. C'était une très bonne saison. Après, aujourd'hui, on est dans une équipe qui est faite pour gagner, donc c'est au meilleur de jouer. Et lorsque tu parlais d'individualité, il y a une personne qu'on ne peut pas ne pas citer cette année parce que tout l'été, dans la fanbase des Bills, on discutait de comment améliorer ce poste, le poste de tight end. Il y a eu de grandes discussions sur le fait de faire venir Zach Ertz, de chercher comment améliorer ce poste de tight end, voire même de drafter un tight end à la draft. Et on a Dawson Knox, l'ancien d'Ole Miss, qui nous fait un début de saison sur les chapeaux de roue, hein. Il est déjà à 5 TD, il est sur les bases de la meilleure saison de l'histoire d'un tight end des Bills, et il est devenu une arme très sérieuse et une valeur très sûre dans le jeu de passe des Bills. Ouais, c'est clair, je suis vraiment d'accord que je pense que c'est le nom à retenir en attaque depuis ce début de saison. C'est la grosse, très bonne surprise.
Au final, je pense que vous pleurez pas trop Zach Ertz, ça ira, hein, vous l'avez oublié. C'est pas trop facilement, grave. oui. Ouais. Alors attends, je te coupe. J'en profite pour mettre en pause notre discussion sur les Bills pour accueillir Emilien de Chargers France qui viendra discuter après avec nous sur les Chargers. Salut Emilien. On t'entend pas, Emilien. On ne t'entend pas. À chaque fois qu'on veut faire un truc comme ça avec Emilien, à chaque fois ça marche pas. Là, c'est bon, là, vous m'entendez. Oui, super, Oui. on t'entend. Ah, c'est Super. bon. Voilà, super. Super. Allez, je reprends, je te réintroduis. Ça marche. 1, 2, 3. J'en profite pour mettre en pause très brièvement notre discussion sur les Bills pour accueillir Emilien de Chargers France qui nous fait le grand plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Salut Emilien. Salut à tous, merci pour l'invitation. Voilà, nous étions en train de discuter de Dawson Knox, le tight end des Bills qui faisait un gros apport à cette saison de Buffalo, qui était la grande surprise avec Pierre. Et on va reprendre la discussion sur les Bills parce que j'ai une question à lui poser. Josh Allen a dit que c'était que la week 5, qu'il faut pas trop s'enflammer, que c'est juste, voilà, c'est un match comme les autres. Mais c'est pas vraiment un match comme les autres, on est d'accord. Et il y a de quoi être positif pour la suite. C'est clair que en tant que fan, nous, on peut se réjouir de cette victoire contre les Chiefs qui nous avait battus en AFC Championship l'année dernière. Mais il faut pas se mentir, là-dessus, il a totalement raison, Josh, et c'est les propos qui sont ressortis par de multiples joueurs tels que Jordan Poyer aussi. C'est cette victoire-là, elle est prise. Maintenant, aux prochaines, le but, c'est d'aller essayer de prendre le first spot en AFC pour profiter de la bye. C'est une victoire, maintenant c'est les autres, faut continuer. On a encore les Tennessee avant notre bye week la semaine prochaine. Ensuite, on aura une partie qui est censée être plus simple avec les Jaguars, les Jets et j'ai un trou sur la week 8. Mais comment Les avec Colts. les Colts. Voilà, donc Ouais. on est censé avoir un calendrier qui est plus simple sur la deuxième partie de saison. À voir ce que ça va donner. On espère tout gagner évidemment. Hein, on va pas se mentir. Mais oui, il faut rester concentré. C'est pas parce qu'on a battu les Chiefs aujourd'hui qu'on est champion dès demain. C'est pas le cas. Il faut continuer à travailler, il faut continuer à progresser. C'est un très bon signe. C'est un signe que le travail a payé, que les choix faits lors de l'intersaison ont été bons. On a vu comment notre D-line qui a blitzé 0 fois ce week-end a pu mettre une vraie pression sur Patrick Mahomes. C'est que le travail est bien fait, qu'il faut continuer ainsi, et oui, c'est de très bon augure. Oui. Et je profite d'avoir deux membres, deux fans des Chargers, deux spécialistes des Chargers pour faire le lien. C'est quand même la deuxième énorme défaite des Chiefs contre un concurrent. Pour le coup, les Chargers, un concurrent dans la division, et les Bills, un concurrent au niveau de la conférence. Voilà, qu'est-ce que vous voyez dans vos matchs respectifs qui peuvent vous dire que voilà, ces Chiefs, est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter pour eux ou est-ce que c'est passager ce qui se passe, ça va aller mieux, ça va se reprendre? Bah, pour ma part, les Chiefs, c'est un petit peu attendu quand même. Alors, pas à ce point-là. Mais c'est vrai que ça faisait déjà depuis l'année dernière. Alors, le pire du pire, c'est le Super Bowl, mais on l'a déjà vu l'année dernière que les Chiefs, pour gagner, fallait pas qu'ils comptent sur leur défense. Et puis, bah là, cette année, c'est clairement ça qui les met dedans. C'est vraiment la défense qui les lâche. Donc, c'était prévisible. Pas à ce point-là quand même, pas au point d'avoir un bilan négatif, mais c'est pas hyper surprenant. La défaite contre les Bills est moins une surprise que celle face aux Chargers, mais ils ont pris quand même une sacrée raclée par les Bills. Ouais, ce qui me concerne, c'est même ils sont même du coup à 3 défaites. Ils ont perdu contre la seule victoire qu'ils ont contre un vrai prétendant au playoff, c'est contre les Browns en week 1. Et même là, ils le gagnent de 4 points. Ils en prennent quand même, ils en prennent 29 des Browns. Ils en mettent entre guillemets que 33.
puis record 33, parce que quand on a vu comment la défense des Browns ça peut être cette semaine, voilà, on en reparlera après, mais Oui. ce que je trouve un peu symptomatique aussi, un peu bizarre chez les Chiefs, c'est surtout Patrick Mahomes qui me pose question, parce que, alors j'ai pas revu tout le match contre les Bills, et je sais pas à quel point ces interceptions sont mauvaises, mais typiquement sur le match des Chargers, la première, elle est un peu de sa faute, parce que on va dire qu'il fait un no-look pass sur son receveur pas la drop, mais qui va la tip et qui va arriver dans les mains d'Asante Samuel. Et c'est une passe, ça sert à rien. Il l'a fait pour le style sur le no-look pass. Ça finit en interception. Et puis à la fin, il doit être clutch. Il tente quelque chose ça marche pas et il se fait de nouveau intercepter. Et j'ai l'impression qu'il a un peu ce manque de chance, ou peut-être que la chance a un peu tourné, parce qu'il y a eu quand même l'année dernière aussi souvent des lancers de Mahomes qui étaient pas sereins, et il a eu pas mal de chance sur certaines occasions où les defensive backs allaient dropper des interceptions. Du coup, sa fiche de stats l'année dernière était pas si horrible au niveau des interceptions, mais là, il est déjà 28e au niveau des interceptions dans la ligue, quoi. Il est à 6 interceptions en 5 matchs, ce qui est quand même énorme pour un joueur comme Mahomes qui nous a habitués à bien mieux. Bon, après, il a aussi à 16 touchdowns de l'autre côté, mais c'est quand même beaucoup. C'est autant que l'an dernier de mémoire, hein, les 6 interceptions. Il y en avait eu 3 contre Miami et 3 autres dans toute la saison, quoi. Donc c'est vrai que c'est beaucoup. Et puis comme tu dis, on a l'impression qu'il n'a pas les clés, qu'il n'y a pas cette petite folie qui passait avant et qui passe plus, quoi. Ouais, il a moins le côté. Je pense que les Chiefs là avancent. L'année dernière, on se disait ouais, attendez, c'est les Chiefs, faut pas s'enflammer. Mahomes, il va sortir un gros truc encore dans le dernier quart-temps. Ils vont remonter les points qu'ils ont en retard. Mais là, on sent quoi, c'est moins serein, que l'attaque est moins sereine. Oui. Je pense que c'est tout pour les Bills et puis ces Chiefs qui sont en difficulté. On va se dire à bientôt pour les autres de l'AFC West, les leaders de l'AFC West, les Chargers. On va prendre la direction de la NFC avec Julien. Julien, Justin Fields est allé chercher sa 2e victoire cette saison, avec son premier touchdown à la passe, dans une victoire qui est quand même au final assez autoritaire contre les Riders, puisque la défense de Chicago, encore une fois, était très dominatrice. Voilà, je voulais avoir ton ressenti sur peut-être ces nouveaux Bears avec Justin Fields, qui maintenant est le titulaire assuré de la franchise jusqu'à la fin de saison. Est-ce que tu vois dans l'histoire récente, dans les derniers matchs des Bears, des éléments qui peuvent te laisser penser que la saison va aller mieux? Oui, c'est une victoire qui est intéressante puisqu'elle est à l'extérieur quand même, faut le souligner aussi. Dans le nouveau stade des Raiders, on les a assez rapidement. La progression de Fields est lente mais constante. Ça, c'est un bon point. Ce qu'il va falloir surveiller, c'est encore notre offensive line qui doit absolument le protéger parce qu'il s'est pris quand même quelques bons shoots. Donc, va falloir progresser sur ce point pour ne pas le casser, parce que ça serait vraiment une perte catastrophique. Hier, la victoire s'est faite principalement sur le jeu de course, avec un binôme qui, on espère, serait aussi puissant que ceux des Browns, là, avec Hunt et comment il s'appelle, Chubb. En l'occurrence, Damien Williams et puis comment il s'appelle, notre autre Khalil Herbert, qui est un récent drafté, super surprise, mais je l'avais vu moi en pré-saison. Il avait de bonnes apparitions et il promettait. Il n'a pas déçu, puisque hier il a couru pour 75 yards. Et puis Damien Williams, donc qui lui, si je ne m'abuse, vient aussi des Chiefs, et bonne pioche, puisqu'il a marqué un touchdown à la course.
sur un spin move d'anthologie avec un bloc de malade, je crois. C'était de Jason Peters, notre tackle gauche, qui remplace le pchit de Jenkins, là, de notre draft, qui était normalement lui à ce poste-là, mais qui a une blessure au dos dont on n'a toujours pas de nouvelles. Donc pour l'instant, on se contente du Noël un peu bancal, qui expose un peu Justin Fields. Mais il y a du mieux, un peu de partout. La défense, elle répond vraiment là présent depuis quelques matchs, parce que ça avait été catastrophique au match d'ouverture contre les Rams, des absences totales de nos cornerbacks derrière avec des touchdowns et des passes longue distance de Stafford. Donc là, ça avait été juste pas possible. Et puis moi, j'aurais tendance à dire aussi qu'il y a quand même du mieux, même si au niveau du score, ça se voit pas trop, et puis de la production offensive non plus, surtout à la passe, malgré Justin. Mais bon, je le rappelle, il est rookie, il a une OL un peu fragile. C'est que Nagy, on l'a un peu exfiltré. Et c'est Bill Lazor qui appelle les jeux depuis la semaine dernière contre les Lions. Et je crois que ça se voit. On mise sur ce qui est un peu traditionnel chez nous, c'est-à-dire le jeu de course. On a du bol parce qu'on a ces deux mobilettes là que sont Herbert et Williams qui font le job, parce qu'on a quand même Montgomery qui est out pendant un moment, dû à une blessure, une entorse au genou si je ne m'abuse. Et puis si vous vous rappelez bien, la mobilette officielle des Bears, Tariq Cohen, qui lui, lui c'était foutu les ligaments en vrac. Donc on a de la ressource normalement en running back, il le prouve, puisqu'on a eu plus de yards marqués à la course qu'à la passe. Et tant mieux, comme ça fatigue en face, ça les fixe au sol. Et puis ça peut amener des ouvertures à Justin en passe, en RR, si je puis dire. Parce que hier, il n'y a pas eu de longue passe non plus. On va pas attendre trop le spectacle tout de suite. Mais ça le met en confiance, petit à petit. Et puis, il a eu, comme tu l'as évoqué, un touchdown à la passe sur Jesper Horsted, notre Titan. Voilà. Qui vient un peu de nulle part, c'est un nom quand même, mais tant mieux. D'ailleurs, en gros, si je ne m'abuse, il a eu production de yards, il a eu quasiment que dalle, mais il a marqué. Voilà, 2 yards. Attends. Enfin, bon, il a eu peu de production en yards, mais il était présent, il a marqué, et ça a bien joué parce que il y a eu un mismatch en fait. Ils ont joué comme souvent, la taille et puis la puissance de Horsted face à son vis-à-vis direct, qui était, je sais plus qui c'était, mais qui était en taille, en poids beaucoup petit, et ça l'a fait. Donc oui, une victoire intéressante. Il vaut mieux, vu le calendrier qui arrive. Oui, c'est sûr qu'il n'y aura pas trop le temps de se remettre de ses émotions pour Chicago. C'est très intéressant ce jeu de course, je trouve, qui arrive à se relever de ses blessures, parce qu'en plus, Justin Fields, c'est vraiment un quarterback. À Ohio State, il avait un jeu de course vraiment très solide. C'est une des grandes forces de l'université depuis toujours. Et ça lui permettait aussi de vraiment miser sur ses qualités, c'est-à-dire que avec un jeu de course crédible, pour sa première année, donc c'était vraiment J.K. Dobbins, et après c'était Trey Sermon et Master Teague. Voilà, ce jeu de course était très crédible à Ohio State, et il permettait à Justin Fields de mettre en place ses courses à lui aussi, très crédibles, et aussi des play action qui étaient vraiment monstrueuses, avec des gains de yards impressionnants. Et j'ai revu un petit peu ce genre de passe, ce genre d'action au match précédent, avec sa connexion avec Mooney, le receveur, que je trouve vraiment très intéressante. J'avais trouvé vraiment très intéressante au match d'avant. Voilà, là, il y a eu peut-être un peu moins de big plays, comme tu le dis. Maintenant, c'est l'essentiel qui a été récupéré. Et donc, je suis très content de voir les Bears mettre en place ce jeu de course, parce que ça va vraiment permettre à Justin Fields déjà de lui reposer un peu la pression sur ses épaules, et puis de lui permettre d'être dans un écosystème, si je puis dire, qu'il connaît bien, et qui lui a permis d'avoir tout ce succès-là à Ohio State.
Tout à fait, Et c'est exactement ce qu'on veut voir. Ah ouais. ouais, tu parlais du calendrier des Bears, on va le rappeler, puisque donc la semaine prochaine, ce sont les Packers. Ensuite, les Buccaneers, les 49ers, les Steelers, les Ravens, et puis après, on retrouvera les Lions ensuite. Donc, un énorme calendrier. Va y avoir. Je trouve que le match qui se profile contre les Packers est peut-être plus ouvert que ce qu'on pourrait croire, parce que quand même, il y a encore beaucoup de défauts dans cette équipe des Packers, et se frotter à la défense des Bears alors qu'ils n'ont pas totalement trouvé leur voie, parce qu'ils ont quand même pas mal eu des difficultés ce week-end, et puis contre les Bengals, ça sera vraiment très intéressant de voir si cette défense des Bears arrive à mettre beaucoup de pression à Aaron Rodgers et peut-être le faire plier. Et j'ai l'impression qu'il y a ce qu'il faut dans cette défense des Bears pour y arriver. Maintenant, il faudra tenir de l'autre côté, et ça va être pas forcément évident. Beaucoup d'absence dans la O-line aussi des Packers, hein, ce qui pourrait être intéressant pour les Bears. Tout à fait, oui, il va falloir miser là-dessus. Bon, on a une pression qui va être forte en pass rusher avec Khalil Mack, hein, comme d'hab, présent. Roquan Smith, hein, tous ces gars-là font un super début. Donc, on va miser sur eux, hein, avec aussi Alec Ogletree, je crois qu'il était free agent. Donc, on va miser là-dessus. Toute la difficulté contre les Packers va résider sur le fait de tenir leurs coureurs aussi, parce qu'ils enfoncent pas mal. Bon, voilà. Donc, nous, va falloir être au niveau défensif, va falloir être vraiment costaud. Et puis essayer de marquer quand même pas mal de points, hein, effectivement. Alors, avoir une production au sol aussi efficace que ce qu'on a eu là, même si c'était pas énorme, mais c'était bien. Et puis alterner avec Darnell Mooney, ouais, comme tu dis, qui est la cible principale de Fields. Hein. Pour l'instant, Robinson, il se fait discret. Mais quand on l'allume, il l'allume, ça fonctionne. Donc là, c'est une valeur sûre, il n'y a pas de souci. Donc il va falloir, pour le calendrier à venir, être un peu plus productif en attaque, parce que pour l'instant c'est pas GG, mais on s'y attendait, et moi je considère que c'est pas trop grave. On a un des calendriers, comme on l'a évoqué là juste à l'instant, qui est un des plus durs de la NFL, hein. On va se prendre des gros bras. Le but du jeu pour les Bears, pour moi et puis pour la fanbase, c'est qu'on progresse. C'est que Justin Fields progresse comme il faut et qu'il ne se fasse pas découper, parce qu'on a frisé la correctionnelle encore contre les Raiders, là, avec une hyper extension du genou avec un tacle par derrière. Donc c'est vrai que là, Fields, va falloir que quelque part il se calme un peu, qu'il fasse gaffe, qu'il ait la vista et qu'il s'engouffre dans les brèches quand elles y sont, quand on n'a pas de possibilité. Ça peut le faire, mais il faut vraiment faut assurer quand même, parce que on l'attend en tournant en face, hein, je parle. Donc ça serait vraiment catastrophique si on devait. Alors moi, je respecte Dalton, hein, il n'y a pas de souci. Il a bien fait quand il était sur le terrain, hein, mais bon, on veut une progression constante de Fields pour que l'an prochain, voilà, on puisse vraiment espérer quelque chose de bien et étant positif au niveau de du ratio de l'année, parce que là, bon, tout ce que je demande, c'est une progression de partout, donc de l'offensive line, de notre attaque, de la défense. Bon, là-dessus, on est plutôt rassuré, ça se passe bien, c'est comme d'hab chez nous, peut-être un peu vieillissante, mais bon. Donc cette année, il faut qu'on soit à peu près à l'équilibre et qu'il y ait progression, qu'il n'y ait pas de catastrophe. Et puis après, voilà, la question se posera de Nagy, s'il fait encore l'affaire. Pour l'instant, il s'occupe de superviser un peu tout, et il laisse les rênes à Lazor, et ça se voit. Alors, je pense pas qu'il appelle les jeux. Nagy, donc que ça reste comme ça. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça avance lentement, mais sûrement. Ouais, c'est ce qui compte en tout cas.
Je crois pas que Nagy va rester en tout cas chez les Bears. Peut-être que nos amis spécialisés de Chargers pourront confirmer, mais je vois un gros parallèle avec ce qui s'est passé la saison dernière avec Anthony Lynn et Justin Herbert, dans la mesure où au début de la saison, Matt Nagy a vraiment précisé plusieurs fois que Justin Fields ne serait pas le titulaire. Au final, il se retrouve lancé, bon, pas parce que son coéquipier s'est fait perforer le poumon, mais parce qu'il s'est blessé sur une course. Et donc, entre-temps, il fait quand même des plutôt bonnes performances, même si son premier start, ça a été une catastrophe à l'inverse de celui de Justin Herbert. Mais il y a des performances quand même plutôt encourageantes. Et le head coach qui maintient, non, c'est quand même Andy Dalton, notre starter. Et au final, ce head coach revient sur tout ce qu'il a dit et nomme Justin Fields titulaire. Je vois vraiment un énorme parallèle entre ce qui s'est passé l'an dernier et ça n'augure rien de très bon pour Matt Nagy. De toute façon, il l'a un peu cherché, quoi. Ouais, tout à fait. En effet, et, ça fait déjà un moment il y a un gros doute le concernant. L'année dernière, il avait laissé les rênes déjà à Lazor et comme par hasard, toutes les productions offensives avaient été meilleures. On avait stoppé l'hémorragie en termes de défaite. Donc, et puis au passage, je salue nos amis des Bills qui récupèrent Trubisky. J'espère qu'ils le feront jouer sur le calendrier à venir parce que c'est jouable pour eux et j'espère le revoir jouer. Sérieux, hein, je le respecte. Hein. Donc, espérons qu'on le voit un peu plus souvent. Ça avait été clairement pour moi le fusible de Nagy, c'est le paravent pour lui. Et maintenant, le paratonnerre, il y en a plus d'autres. C'est Nagy, et je pense qu'il prendra la foudre, sans doute en fin d'année. Voilà, donc il pourra plus se cacher derrière personne. Et on espère, voilà, que l'an prochain, vraiment, on passera. Ouais, effectivement, il devrait pas rester. Oui. Merci beaucoup, Julien. On va quitter la NFC et se diriger vers les leaders de l'AFC West, les Los Angeles Chargers, qui sortent d'une victoire monumentale, un thriller contre les Browns, une victoire 47-42 dans un match où je pense que vos émotions ont été mises à contribution. Je ne sais pas si vous aviez des montres connectées qui enregistraient vos battements par minute, mais là, ça devait monter et descendre dans tous les sens, tellement il y a eu des hauts et des bas. Je vous laisse parler un petit peu de ce match et puis on reviendra un petit peu sur ce début de saison plus que réussi de la part des Chargers. Ouais, vas-y Diego, je te laisse l'honneur. Alors, alors j'ai pas de monde connecté, mais vu le temps que j'ai pris à m'endormir après le match, je pense que mon rythme cardiaque était bien élevé parce que déjà le match qui commençait à 22h05, c'est fini après certains matchs de la deuxième, enfin de 22h25, il me semble. Donc ça montre déjà un peu l'intensité qu'on a eue, surtout dans le quatrième quart, avec quand même 41 points en l'espace de 15 minutes. Faut les faire. Et puis c'est vrai qu'émotionnellement, c'est tendu à supporter, surtout avec quand on peut revenir à égalité en toute fin de match, quand on peut revenir à 42-42 avec l'extra point raté par notre nouveau kicker, qui heureusement pour lui est sauvé par la défense qui évite aux Browns d'aller mettre un touchdown et qui nous permettent d'aller chercher la victoire en fin de match. Mais oui, un match difficile de revenir dessus en soi, parce qu'il s'est passé tellement de choses il y a des gros traits à en tirer, notamment notre défense à la course, qui, comme on pouvait le prévoir, a plus que pris l'eau. C'était un naufrage total. Il me semble que les Browns sont à plus de 200 yards au sol, sans même trop forcer en plus, ce qui est assez déconcertant. Ça a été, ils sont à 230 yards au sol, ce qui fait quand même très mal. On s'est fait ouvrir en deux, mais il y a beaucoup de points positifs à en tirer aussi, surtout au niveau de l'attaque. On se rend compte que cette attaque, elle va contre une défense des Browns qui est assez bien classée dans les deux secteurs, que ce soit à la course ou au sol. Et on arrive à leur en planter 47,
ce qui est quand même pas ordinaire, pas commun. C'est pas toutes les semaines qu'on voit des équipes arriver aussi haut au niveau de la fiche de score. Et il me semble même que c'est un match d'autant plus historique parce que c'est la première fois qu'une équipe perd un match en marquant 42 points et en concédant aucun turnover. C'était la première fois j'avais vu la stat passer sur Twitter, il me semble, 400 matchs, une chose comme ça. C'était Depuis 1950. 401. Ouais, c'est Ouais, ça, c'est ça. donc ça a marqué avec une croix en soi. C'est aussi une chose où j'étais revenu il y a quelque temps dans un autre podcast, c'était le fait que notre victoire marquée avec un grand X, c'était celle contre les Chiefs. Mais maintenant, je me pose même la question si c'est pas celle-ci, parce que on a pu voir que l'attaque pourrait répondre, même contre une très bonne défense, pourrait répondre au manque de notre défense sur ce qui est des points encaissés. Donc, on est un peu dans la situation que pouvaient l'être, entre guillemets, les Chiefs des dernières saisons, où ça arrive à dérouler en attaque et aller chercher des points, et tout en ayant une défense qui est pas au top, qui tient encore un peu la baraque quand il faut le tenir, typiquement dans le 4e quart où ils ont réussi à se reprendre en main. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Ouais, bah, je sais pas si t'as fini, Diego. Ouais, c'est bon. Ouais, vas-y. Ouais. Ouais, moi, ce match-là, il m'a un peu rappelé les anciens Chargers, quoi. Les Chargers version Anthony Lynn. C'est chaotique, enfin, je vais pas dire chaotique, mais très difficile en défense. Où, voilà, on passe du match face aux Chiefs et aux Raiders à ce match-là, c'est compliqué, hein. Même si bon, on savait que ça allait jouer dur au sol. Avec ce qu'on a vu sur les matchs d'avant, on s'est dit, est-ce qu'on n'aurait pas enfin trouvé une défense contre la course? Bon, bah au final non. Bah après, c'est le meilleur duo de running back de la ligue, donc bon, c'était prévisible que ce soit plus compliqué, mais franchement, je pensais pas à ce point-là. Après, ouais, vraiment le gros point noir pour moi sur ce match-là pour nous, c'est les équipes spéciales. Moi, je vais pas revenir sur Tristan Vizcaíno, notre kicker. C'est lamentable. Je veux dire, à un moment donné, c'était compliqué. Pour les nerfs, là, c'était compliqué de voir tous ces ratés. Et après, moi, ce qui m'a surtout énervé à ce niveau-là, concernant les équipes spéciales, c'est vraiment les décisions de, de retourner, en fait, certains coups de pied, on partait, le ballon, il était en end zone chez nous et le retourneur, donc c'était Larry Rountree. Je l'adore quand il joue en running back, mais en équipe spéciale, je trouve qu'il prend trop de risques. La couverture n'est pas bonne et au final, on se faisait stopper sur les 10-15 yards. Et donc, on rentamait un drive offensif pas en super posture. Donc, voilà, pour moi, défense et équipe spéciale, ça m'a vraiment rappelé les anciens Chargers de l'année dernière notamment. Et puis, ouais, la défense, ça tenait pas, quoi. C'était vraiment donnant. C'était beau, c'est un super spectacle. Là, celui qui découvrait la NFL, c'était génial. C'était un festival offensif. Celui qui aime la défense, par contre, il devait être triste. Après, voilà, on a l'attaque. L'attaque et ça tourne très très bien parce que même là, Keenan Allen, il fait pas un gros match. Comme face aux Raiders, il se fait contenir. Mike Williams, là, il ressort un énorme match. C'est vraiment une grosse surprise cette année. Alors, on était tous au courant, plus ou moins, de son potentiel dans la ligue. Mais là, je sais pas si c'est le fait que ce soit sa dernière année de contrat qui le pousse à se surpasser comme ça, mais il est impressionnant. Dire le mec, c'est un top 5 receveur actuellement pour moi en NFL. Et voilà, c'est impressionnant ce qu'il fait. Puis bah là, on a Justin, notre Justin à nous, du coup aux Chargers. Il y a pas le mot, il y a pas de mots pour décrire ce qu'il fait.
C'est première mi-temps, bon, j'ai survolé un petit peu le match, j'ai pas pu être concentré à 100% sur le match, mais j'ai vu ses stats à la mi-temps, j'étais pas hyper rassuré. Et puis bah deuxième mi-temps, il a été énorme. Et il a ce truc pour trouver des solutions parce que même bah voilà, du coup on l'a surtout vu lors du match face aux Raiders, il arrive toujours à trouver une solution. Ses receveurs sont pris, il arrive à trouver un autre joueur. Alors si c'est pas Austin Eckler, ça va être Donald Parham. Si c'est pas Donald Parham, ça va être Jared Cook. Il arrive toujours à trouver une solution. Après, bon, le coaching fait, les plans de jeu font que ça l'aide beaucoup, mais ouais, non, Justin Herbert, il est énorme. Il est impressionnant. On perd encore un joueur de ligne offensive, mais là, c'était pas facile, hein. Il y avait Myles Garrett. Non, franchement, c'est impressionnant. Et puis, bah, le match de Slater, mine de rien, c'est pareil. Le match de Slater, c'était, bon, il a pris un sac, hein, il me semble que ça a été comptabilisé pour lui, hein, le sac de Garrett. Mais il arrive à le tenir, quoi. Il arrive à le tenir, c'était costaud. Donc non, toute la ligne, toute l'attaque a fait vraiment un super match. Et heureusement, parce que là, sinon, ça serait terminé en boucherie pour nous, quoi. Ouais, et puis tu mentionnais les Chargers d'avant, l'époque, la triste époque d'Anthony Lynn. Pour Ouais. le coup, c'est clairement, encore une fois, après le match contre Washington, j'avais écrit que c'était clairement un match que Anthony Lynn aurait perdu parce que à chaque fois, bah, ça commençait bien et puis ça commençait à leur échapper entre les doigts pour les Chargers. Le match contre les Chiefs, pareil, c'est encore un truc clairement qu'Anthony Lynn aurait perdu parce que Coach Staley prend beaucoup plus de risques parce que le plan de jeu est beaucoup plus solide. Ça n'a vraiment rien à voir. Quand tu penses que l'an dernier, les Chargers perdent en OT contre les Chiefs, et qu'après un punt décidé par Anthony Lynn, et que cette fois-ci, ils gagnent sur une conversion en quatrième et down, voilà, tu vois quand même une différence qui est assez incroyable. Et là encore, c'est 7 fourth down conversions sur 8 réussies par Justin Herbert. C'est fou. Il y a tout qui réussit aux Chargers en attaque en ce moment. Ah bah c'est ça. Ouais. Bah je sais pas, ouais, il y a une connexion entre les joueurs et puis le coaching staff, quoi. Ça nous change. Ça nous change beaucoup. Avant, on était vraiment sur un jeu presque stéréotypé, avec c'était prévisible. On pouvait dire à l'avance ce qui allait être fait. Et puis ouais, il y a un vent d'air frais. Voilà, toutes les tentatives, voilà, les quatrièmes tentatives. Après, je sais pas si c'est un manque de confiance en Ty Long et surtout Tristan Vizcaino, Ouais. mais enfin, il y a de la tentative. C'est vraiment fun, hein, à avoir joué. Je pense que même les joueurs, les gens qui n'étaient pas fans des Chargers avant, je pense ils doivent prendre du plaisir aujourd'hui quand même à regarder. C'est une équipe assez fun et ouais, que tout le travail qui est fait par le coaching, c'est impressionnant. Ça nous fait ça nous fait bizarre, quoi. Oui. Diego, Juste pour revenir, oui. pardon. Non, mais pour revenir parce que tu parlais de la défense et ça te rappelait l'époque Lean, j'ai bien plus confiance en Staley pour redresser la barre au niveau de la défense avant d'affronter les Ravens la semaine prochaine que je l'aurais eu en Gus Bradley pour un autre gros match-up qui arriverait comme ça. C'est pour ça que je suis assez, entre guillemets, j'étais assez content après ce match parce que, comme l'a aussi dit Damien, ça, l'année dernière, ce match, on le perd, on l'a perdu à la mi-temps. On arrive, le match est déjà terminé pour moi. D'ailleurs, même sur Twitter, je disais qu'il fallait un miracle pour, euh, pour qu'on réussisse à reprendre ce match en main parce qu'il nous roulait tellement dessus au niveau du sol que je me suis dit, ils ont juste à passer au sol tout le match et c'est bon, ils ont le match gagné. Et encore pour revenir, c'est vrai que bah, nous, notre miracle, il s'appelle Justin Herbert. Il y a pas grand-chose d'autre à dire. Euh, mais c'est vrai que voilà, quoi. Et dernier point, au niveau du coaching, euh, il y a vraiment cette confiance de Staley envers Herbert que je trouve incroyable. J'ai plus les termes exacts de ce qu'il disait, mais il disait en conférence de presse quand il y a un jour, quand
tu as un joueur comme Herbert dans ton équipe, quand tu as un joueur comme Justin Herbert dans ton équipe, qui a le talent, qui a tout pour réussir, pourquoi est-ce que tu n'aurais pas confiance en lui? Et c'est une remarque que je trouve hyper pertinente. Il a les éléments pour, que ce soit personnellement ou avec l'équipe qui l'entoure, il a les éléments pour réussir. Pourquoi est-ce que tu lui ferais pas confiance? Et pour l'instant, ça marche. On verra si c'est quelque chose qui peut durer tout du long, mais c'est quand même un élément assez important, je trouve, cette confiance directe qu'a eu Staley envers Herbert, parce que à la base, c'est quand même un coach à mentalité défensive. Enfin, il était coordinateur défensif des Rams l'année dernière. On pourrait se dire que voilà, il laisse l'attaque de côté, mais il a vraiment ce regard aussi sur l'attaque et ce regard sur la mentalité offensive qu'il a envie que son équipe ait. Et je trouve que c'est des éléments qui peuvent que nous faire aller de l'avant pour le reste de la saison et j'espère pour les années à venir. Ouais, il y a Pierre, du coup, qui suggérait dans le chat 7 sur 8 en force down. Est-ce que c'est tenable sur l'année? C'est une vraie question, pour le coup. Est-ce que, voilà, que c'est pas un moment d'euphorie et c'est difficile. Je pense que je vais me permettre de répondre et puis je vous laisserai répondre. Je pense que ça sera difficile de tenir un tel pourcentage sur l'année, mais on voit quand même, voilà, cette confiance, comme tu disais, de Brandon Staley, de coach Staley en Justin Herbert. D'ailleurs, il avait dit quand il a eu le boulot à Los Angeles, il a appelé en premier Justin Herbert et puis après sa femme. Donc bon, ça donne une idée de la relation qu'il voulait créer avec lui, quoi. Oui, c'est ça. Bah, au niveau est-ce que c'est tenable sur toute l'année? Je pense que tu l'as très bien résumé. Ce pourcentage, je pense pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, il continuera à aller chercher les quatrièmes. Et je ne suis pas revenu sur toutes les séquences spécialement, mais dans le playbook offensif général, j'ai l'impression qu'il y a des apports chaque semaine par Joe Lombardi, qui est aussi un nouveau coordinateur offensif. Et chaque semaine, il y a des ajouts au niveau du playbook. Typiquement, sur les premières semaines, on ne voyait pas des tracés assez longs, tandis qu'on sait que Justin Herbert a un très gros bras. C'était rare qu'on aille chercher loin dans le terrain. Et bon, typiquement, des 2 touchdowns de Mike Williams cette semaine, bon, une fois, c'est le safety qui rate sa couverture. Mais son premier touchdown de 72 yards, bah, c'est vraiment un tracé qui est dessiné pour être comme ça, pour aller chercher ce gros gain. Et c'est un élément qui est aussi un peu un point d'interrogation, savoir jusqu'à quel point Lombardi va réussir à innover chaque semaine pour apporter des nouveaux éléments au playbook euh, qui seront qui n'auront pas pu être forcément analysés par les autres équipes et qui pourront permettre justement à l'attaque de continuer de performer avec ce succès-là, que ce soit dans le match en général ou sur ces situations spéciales de quatrième down ou de jeu assez court. Ouais, bah moi après pour répondre un petit peu à ce qu'a dit Pierre, non, je pense pas parce que ça dépendra de la défense en face. Typiquement, je pense que bah tu pourras pas avoir ce pourcentage-là de réussite, bah rien que face aux Bills déjà. La défense n'est pas la même. Après, c'est pareil. Je pense pas contre les Cardinals. Je pense pas que tu peux avoir une défense. Enfin, il y a un taux de réussite aussi important. Donc, c'est vraiment aléatoire. Déjà, même là contre les Ravens là dimanche prochain, à voir comment ça va se passer. Mais je suis pas sûr qu'on puisse passer les 3 quarts de nos tentatives en quatrième down. Donc, mais on a confiance. Limite, moi, j'ai confiance. J'ai plus aussi peur que les premières fois qu'il a tenté. Je veux dire, maintenant, j'ai plus confiance en Herbert. Ça, je l'avais déjà, mais au coaching staff. C'est vrai qu'au début, les 2 premiers matchs, j'étais un petit peu sceptique sur le coaching. Je me posais quelques questions, on va dire. J'émettais quelques doutes même. Et puis voilà, maintenant j'ai totalement confiance, donc ça va dérouler, ça devrait dérouler comme il faut, mais voilà, faut pas s'attendre à avoir un taux de réussite aussi impressionnant à chaque match. Mais les 50% sont envisageables. Pour revenir à ce que tu disais, Diego, je trouvais aussi très intéressant l'évolution un petit peu du playbook des Chargers. J'avais remarqué en particulier
pendant le match contre les Riders, une utilisation beaucoup plus importante des tight ends, qui n'avait été pas forcément aussi importante pendant les autres matchs. Et c'est vraiment c'est quelque chose de vraiment très intéressant pour le coup, qui montre vraiment une polyvalence et une adaptabilité qui est vraiment intéressante dans cette équipe. Et voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez aussi, mais c'est vrai que c'est ce qui peut permettre aussi de soutenir ce niveau-là jusqu'à la fin de la saison, et puis pour faire face à un calendrier qui, franchement, on parlait du calendrier des Bears tout à l'heure, mais le calendrier des Chargers, il est terrible. Hein. C'est vraiment, je pense, un des plus durs de la NFL. Hein. Ouais, le calendrier des Chargers, il a été mis, je crois qu'il a été mis dans le top 5 des calendriers les plus compliqués cette année. Mais après, ça veut rien dire parce qu'au final, c'est en fonction vraiment de la forme de l'équipe. Donc après, je pense que tous les calendriers sont difficiles. Voilà, chaque match doit être pris de la même manière. Donc après, ouais, je m'enflammerai jamais. De toute façon, je connais trop les Chargers pour ça. Mais après, oui, pour revenir là sur le match des Raiders, bah, je pense que ça a été vraiment une victoire du coaching parce que je trouve que la défense des Raiders a été vraiment impressionnante sur la couverture aérienne. Ils ont complètement, Mike Williams, il a été invisible. Je crois qu'il a qu'une seule réception pour une poignée de yards, enfin vraiment pas grand-chose. Keenan Allen, c'est 7 réceptions, 36 yards, c'est vraiment rien. Et après, ouais, c'est que les tight ends. Donc je pense que ça a montré vraiment la force du coaching, de pouvoir s'adapter, de pouvoir trouver des solutions. Même Eckler, voilà, ils ont trouvé Eckler, ils ont trouvé Jared Cook a fait un match énorme. Voilà, c'était vraiment une victoire du coaching parce que de toute façon, j'ai tiré mon chapeau à la défense des Raiders sur ce match-là, qui a, qui a vraiment bloqué tous nos receveurs. Et par contre, du coup, ça a forcé les Chargers, Joe Lombardi, Brandon Staley et Justin Herbert à trouver des solutions autres que Keenan Allen et Mike Williams. Oui, par exemple, aussi, Damien parlait des tight ends contre les Raiders, mais Eclair, c'est un joueur qu'on voit pas du tout, voire presque pas, voire pas du tout impliqué dans le jeu de passe sur les 2 premières semaines. Donc, son premier vrai match où il est impliqué dans le jeu à la passe, c'est contre les Chiefs. Première grosse victoire de la saison au niveau de l'importance. Au niveau du calendrier des équipes déjà jouées, on est dans les plus durs, parce que bon, déjà, il y a qu'à regarder. Hein, on a Dallas, les Chiefs, les Raiders et les Browns. Mais sur la suite du calendrier, à part rejouer les Chiefs, et quelques autres équipes qui sont encore en positif, je peux penser à Cincinnati, je peux penser aux Panthers, non pas aux Panthers, aux Broncos, comment je peux les confondre. Ces 2 équipes qui peuvent encore poser un peu question, mais on a des équipes qui sont pas si difficiles à jouer, en tout cas bien moins que ce qu'on a déjà eu. Ouais, c'est sûr qu'on pourrait presque dire que le pire est derrière les Chargers, puisque voilà, c'était vraiment le gros défi. Au final, même dès le premier match contre Washington, on se disait, voilà, si les Chargers passent ce test-là, et puis tous les autres tests qui arrivaient, il y avait de quoi prendre un gros momentum pour la suite de la saison. Là, je pense que le momentum, il peut pas être plus haut après les victoires contre les Chiefs, les Riders, les Browns, et voilà. J'ai un dernier petit point que je voulais aborder avec vous. Euh, Joey Bossa avait dit en conférence de presse que les arbitres sont aveugles. Voilà, Joey Bossa n'a pas retenu ses mots pendant la conférence de presse. Il a encore été sanctionné contre les Browns. Les pénalités sont un petit peu un problème cette saison chez les Chargers, et je voulais savoir si vous pensez que les mots un petit peu durs de Joey Bossa en conférence de presse, des mots qui sont en un sens justifiés parce que c'est un joueur très respecté, c'est un des meilleurs rushers de la ligue, il est champion national avec Ohio State, voilà, c'est une référence. Il a vraiment été ciblé par les pénalités depuis vraiment longtemps. Est-ce que vous pensez que ces mots-là vont être retenus contre lui pour la suite de la saison et qu'au final, il va se retrouver avec encore plus de pénalités? Je me permets d'intervenir juste par-dessus tout ça. Outre les paroles de Joey Bossa, il y a un niveau des référies cette année qui est un peu all-time low quand même, il faut le dire. Hein, Ouais. rien que l'exemple même encore du match Chiefs-Bills où il y a des calls de holding fantôme, des roughing de passeurs qui sont très sévères. Enfin, le niveau des référies cette année est
médiocre quasiment. Tu vois, on est habitué à bien mieux. Et je comprends un peu ce retour qu'a pu faire Joey Bosa, même s'il aurait mieux fait de se taire, parce qu'après il va être ciblé, et ça après c'est tant pis pour lui. Ah bah clairement, ouais, clairement, ça risque de jouer contre lui, je pense. Même si après les arbitres, je pense qu'ils vont essayer de garder un maximum de neutralité, mais quoi qu'il arrive, ça jouera quand même contre lui. S'il y a une décision à prendre, ça jouera, ça jouera. Après, ouais, il a dit ça pour le match face aux Raiders, mais je pense que voilà, il a aussi dû vouloir dire ça de manière générale pour vraiment toute la NFL, parce que c'est clair que comme dit Pierre, c'est lamentable, c'est lamentable. Nous, bah, ça nous a coûté le match. Alors c'est une des raisons de la défaite face aux Cowboys. Il y a eu des appels vraiment, c'était lamentable de la part des arbitres. Mais là, le match face aux Raiders, il y a eu quelques calls euh, qui ont été sifflés contre les Raiders, c'était n'importe quoi. Même en fin de match, honnêtement, les arbitres là, lors du match face aux Browns, les arbitres ils ont été très généreux avec les Chargers. Les Browns auraient des raisons d'être énervés. Euh, mais c'est clair que ouais, l'arbitrage cette année, c'est n'importe quoi. C'est affolant. Moi, je comprends Bossa. Bon, c'est vrai que, bien sûr, je partage totalement l'avis de Pierre et d'Emilien concernant l'arbitrage cette saison qui est problématique dans toute la ligue. Il n'y a pas un week-end et un match par week, enfin, pardon, il n'y a pas un week-end où on se voit avec aucun match où il y a eu une décision bizarre qu'on comprend pas. Là, typiquement, il me disait, le match des Chargers et des Browns, c'est une passe interférence défensive contre les Browns où en fait c'est même plus Williams qui fait la faute que le défenseur. Donc, on comprend vraiment pas. Mais ce que je voulais revenir par rapport à Bossa, c'est que j'ai l'impression c'est aussi les défenseurs et les edges en particulier sont quand même très souvent désavantagés par les arbitres. Quand on regarde un match dans sa globalité, le nombre de holdings qui sont pas sifflés, je trouve que c'est un problème dans le sens où on se retrouve avec une sorte de randomisation des holdings qui sont sifflés. Des fois, ils vont être sifflés, des fois, ils vont pas l'être. Et c'est ce qui peut sûrement apporter la frustration à Bossa ou à d'autres edge rushers, c'est qu'on se dit, bah, pourquoi est-ce que l'arbitre va call le holding contre mon O-line, contre les gars qui sont de mon côté, et qui va pas l'appeler quand c'est moi qui me fais hold sur un autre rush. J'ai l'impression que c'est aussi ça qui apporte énormément de frustration, c'est l'inconstance au niveau du holding. Et c'est entre guillemets un peu normal parce que j'ai l'impression que les edges sont devenus tellement forts C'est et ça. que en fait c'est presque impossible de défendre bien un edge rusher. C'est tellement des boules de muscles de puissance que pour un joueur ou même une personne, enfin que pour un joueur de ligne offensive, ça devient presque impossible de bloquer correctement un, une personne qui va vouloir rush ton QB. Il y a une vraie question à se poser là-dessus sur la règle du holding, s'il n'y a pas aussi des ajustements, euh, pas pratiques, mais au niveau de l'interprétation qui devraient être importés. Parce que un hold, au fond, quand on regarde les plays, il y en a quasiment partout maintenant. Ouais, 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 c'est clair, et c'est un problème. Autre chose que vous vouliez rajouter sur le début de saison canon des Chargers? Ouais, ne pas s'enflammer. Ouais. On est content, on est voilà. Moi de mon côté, je suis super content du début. Je suis même un peu surpris, on va dire. Mais je vais pas m'enflammer. Déjà, je vois des messages par-ci par-là sur Twitter, Herbert MVP, tout ça. J'ai pas envie de m'enflammer. Moi déjà de moi-même, j'ai l'impression de porter d'être le mauvais œil de cette équipe. C'est-à-dire que le dimanche maintenant, je ne porte plus de maillot, je ne porte plus de t-shirt des Chargers. Je suis neutre. Mais là, non, là, je vous verrai jamais sur le compte Herbert MVP ou quoi que ce soit. C'est déjà parce que je veux pas m'enflammer et puis
Voilà, j'ai ce côté un peu superstitieux que je n'avais pas avant, que j'ai développé au fil des années avec les Chargers. Mais voilà, c'est surtout ça, c'est début de saison canon, mais on va aller étape par étape, on prend chaque match comme il faut, sans s'enflammer. Là, le match face aux Ravens, ça va être un très très gros match encore, je pense. Là, entre Herbert et Lamar Jackson, ça va être un match. Je pense que les défenses, elles vont encore prendre cher. Oui. Mais voilà, c'est super début de saison, mais voilà, il reste encore pas mal de matchs. La saison est encore longue, donc step by step, on y va tranquillement. Sache que je me sens attaqué quand tu parles de rester calme et de pas parler d'Herbert MVP. Mais non, oui, difficile de pas s'enthousiasmer en tout cas sur ce début de saison. Quand on est à 1-1 après le week 2 et qu'on voit notre calendrier et qu'on a les Chiefs, les Raiders, les Browns et Baltimore à jouer, j'aurais rien misé sur le fait qu'on sorte de ces 4 confrontations avec un bilan positif au final. Et là, on sait que ce sera le cas. Donc oui, difficile de ne pas être enthousiaste, mais comme l'a très bien résumé Emilien, en tant que fan des Chargers, il faut qu'on apprenne à rester modéré parce que le vent peut vite tourner, même si j'ai quand même l'impression que ces derniers temps, les Same Old Chargers, c'est un peu une page qu'on laisse de côté et qu'on espère entériner et qui prendra bien la poussière parce que on en a assez eu. Ouais, non, c'est clair. Mais tu sais que j'aimerais laisser exploser ma joie, crier sur tous les toits, Justin Herbert for MVP, mais je veux pas. Je veux pas, c'est un coup à ce que, voilà, je vais même pas dire, mais c'est un coup à ce qu'il se blesse ou qu'il y ait une couille fait après, voilà, je m'en voudrais toute ma vie. Donc, non. J'ai envie d'exprimer ma joie de ce début de saison, mais je veux rester tranquille. Pour l'instant, ça marche en plus, donc il faut garder la superstition. Là, maintenant, c'est ça. Voilà, tu vas pousser la superstition encore plus chez tous les fans des Chargers qui ont beaucoup souffert. C'est ça. Mais même en trash talk et tout ça, enfin, je vais moins taquiner maintenant. Normalement, les Raiders, j'aurais un petit peu taquiné, mais j'ai pas envie. j'ai pas envie. J'ai changé. Merci à tous. C'est la fin de ce podcast NFL de The Free Agent. Merci Diego, merci Pierre, merci Julien et merci Emilien. Merci à toi pour l'invitation. Ouais, merci à toi. Merci C'était un grand plaisir. Merci, c'est très intéressant. N'hésite pas à réinviter, même si jamais notre bilan flanche, si ça tombe, pour avoir notre réaction de dépressif. Tu viendras m'expliquer qu'en fait tu as craqué, tu as remis le maillot des Chargers. C'est ça que j'ai remis week-end. Les t-shirts et tout le dimanche. Merci à tous. Je vous invite à suivre les comptes de tous ces passionnés de NFL qui font vivre la NFL en France, que ce soit Bills France, Swiss Chargers, bon du coup pas en France mais en français, et Chargers France, Chargers Nation France, et évidemment aussi French Bear 69 pour toujours ces observations toujours précises sur les Chicago Bears. À nous suivre The Free Agent sur les réseaux sociaux, et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast NFL de The Free Agent. Salut à tous.